Apprendre à se connaître avec Floriane, le coin de Félie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale aujourd'hui. Spéciale parce que pour une fois, je ne suis pas dans le local de D4B. Je suis dans un jardin avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Floriane. Je suis ravie de t'accueillir dans mon jardin. Oui, ça moi fait je un suis moment ravie. qu'on en parlait. C'est ça, on s'est connus du coup à Quartier Libre. Tout à fait. Où tu montais ta société. Tu vas nous en parler un peu plus. Et voilà, sur nos échanges, on a vu des liens, beaucoup de liens. On va en parler dans l'émission. Et le fait que toi, ta passion, c'est le jardin. Potentiellement, moi, c'est le jardin intérieur des personnes. Donc, on s'est beaucoup rejoint là-dessus, sur apprendre à se connaître à travers soi et à travers le jardin. Donc, avant de parler de tout ça, je vais te laisser te présenter. Donc, Caroline Scott-Berger, je suis architecte paysagiste. Donc, j'ai la quarantaine, je l'ai bien dépassée quand même, la quarantaine. Voilà, je suis une petite jeune d'une quarantaine d'années, maman d'un petit garçon. Et donc, j'ai un grand jardin que j'entretiens avec mon mari qui est lui-même jardinier professionnel. Ça fait un moment que j'ai obtenu mon diplôme d'architecte paysagiste. Ça fait plus de 15 ans. Et ma particularité, c'est que j'ai un peu bourlingué. J'ai travaillé au Maroc, en Angleterre pendant plus de 8 ans et en France. Ça fait quelques années que je suis revenue maintenant. Et je suis passionnée de plantes, notamment de plantes ornementales comestibles. Okay. D'ailleurs, j'en parle dans mes chroniques aussi parce que je suis chroniqueuse à D4B, moi aussi. Donc j'espère que vous me suivez. En tout cas, maintenant, c'est fait. et puis voilà, en effet, j'ai commencé à créer ma propre entreprise d'accompagnement au jardin. Et moi, j'aime transmettre. Donc j'ai ma chaîne aussi YouTube, je fais aussi des conférences. Je fais pas mal de choses. Voilà, mais toujours dans la transmission, toujours dans l'échange. Et je suis toujours ravie de montrer mon jardin. D'en faire profiter un maximum de personnes parce que voilà, je trouve que c'est des moments de partage. Quand on parlait de se connecter, on déambulait toutes les deux. C'est ça, juste avant l'émission, on déambulait. J'apprenais à connaître du coup ton jardin et avec ses couleurs, avec les bruits des oiseaux qu'on peut encore entendre. Et en fait, ça fait à peu près plus d'une demi-heure que je suis là avec Caroline et les couleurs du jardin, l'ambiance évolue à chaque instant. Et c'est vraiment, on l'évoquait tout à l'heure, un peu un slow d'évolution en fait déjà dans une journée. Et après, tu vas nous en parler un peu plus, mais selon les saisons, selon les années, selon le climat, voilà, tout ça qui peut changer ton jardin au final. Oui, tout à fait. Et puis tu vois, là déjà, en une demi-heure, là on est sur un spot plutôt ensoleillé. On sent la chaleur sur le corps alors qu'il fait assez frais. Autour de nous, on entend aussi, je ne sais pas si vous entendez le bruit de l'eau qui coule, parce qu'on est à côté de l'Ermitain, du ruisseau de l'Ermitain. C'est ça. Voilà. Et il y a le coq que vous avez peut-être entendu, qui se passe selon comment on se déplace dans le jardin, les moments de la journée, les moments de l'année. Bien, les expériences varient énormément. Et je trouve que tout le monde peut trouver un moment où il se passe quelque chose. Ouais. C'est de l'intime, vraiment. C'est vraiment de l'intime. Ouais. Et c'est ce que tu fais dans les accompagnements au final. C'est comment les personnes dans le lieu qu'ils habitent, parce qu'on parle souvent de la maison. Oui, c'est important, la maison, voilà, parce que notre intérieur. Et toi, tu l'amènes avec le jardin. Alors, pour moi, j'ai toujours considéré que le jardin était une extension de la maison. C'est une pièce à vivre. Ouais. On regarde tout le temps et donc j'essaye d'encourager aussi à déambuler dans le jardin, à participer au jardin en faisant des plantations, des semis. Mais voilà, l'expérience, elle est variée et selon la personnalité de la personne qui habite le lieu.
ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'identifier la personnalité Ouais. du jardin, la personnalité aussi du lieu dans lequel s'intègre le jardin, mais bien sûr, bien évidemment, la personnalité de la personne, de l'humain qui habite le lieu. Et c'est un ensemble, c'est vraiment regarder tous les facteurs afin de développer cette unicité. Ouais. Parce que chaque... C'est le système en fait. Mm. Et c'est vrai qu'on se rejoint beaucoup de par nos métiers. C'est-à-dire qu'il y a la personne, il y a le lieu et il y a le système. Et c'est important de prendre en compte tout le système pour pouvoir donner l'évolution et l'objectif commun. Et l'objectif commun, alors pour le coup, moi c'est sur l'inconscient, mais en tout cas toi c'est l'objectif commun des plantes à évoluer, à grandir et puis à transmettre aussi entre elles au final. On a beaucoup parlé de l'inconscient ensemble. Ouais. On sait bien qu'une odeur, une couleur, une plante peut ramener aussi à des expériences passées. Ouais. Alors j'échangeais récemment avec Sandra Vidar, qui est une de mes amies chez qui je suis allée visiter le jardin. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur son jardin, elle est en préparation, et elle me parlait de son expérience avec le buis. Donc ses grands-parents avaient une pépinière et de grandes allées marquées, bordées par des buis immenses. Et elle a eu des buis des années plus tard dans son propre jardin, et à chaque fois quand les buis fleurissent, il y a une odeur très particulière qui la ramène à ce temps passé dans cette pépinière, à déambuler en tant que petite fille de 5 ans. C'est ça. Dans les allées. Et c'est vrai que voilà, on a tous cette connexion avec des odeurs de plantes. Donc c'est vraiment l'inconscient. L'inconscient, c'est ça, et qui fait que on a envie de le recréer chez soi parce que ça nous crée des bons moments et c'est ramener des souvenirs différemment et de les mettre, de les faire évoluer, ces souvenirs potentiellement peut-être avec ses propres enfants ou voilà, et d'en profiter avec ses amis, etc. Et c'est vrai que tous ces ancrages de couleurs, d'odeur et d'évolution, c'est ce qui fait la richesse d'un lieu et d'une évolution tout à fait. Individuelle et systémique. D'ailleurs, tu parles d'ancrage, et c'est vrai que d'avoir une expérience positive avec un jardin peut servir d'ancrage. C'est-à-dire que s'il y a un moment de stress, il suffit que je pense à mon jardin. Moi, dans mon jardin, eh bien, ça peut m'aider à m'apaiser, rien que de penser, parce que justement, il y a cet ancrage que j'ai développé avec le jardin, avec une expérience répétée. Et donc, dans des situations plus complexes, plus stressantes, je peux simplement repenser à mon jardin, à mon expérience physique dans le jardin, et bien redescendre en pression. D'ailleurs, on appelle ça, quand j'accompagne, c'est le lieu ressource. Le lieu ressource, d'accord. Moi, je le connais comme ancrage. Justement. Comme ancrage. En fait, ça sert, ton lieu ressource te sert d'ancrage. C'est-à-dire que, ok, il se passe quoi? Je revisualise ça, ou j'ai cette odeur qui me rappelle ou ces couleurs. Et en fait, le lieu ressource, effectivement, il peut être un jardin ou toute autre chose. En tout cas, toi, c'est le jardin. Mais et moi, je comprends le moyen. Et c'est facile parce que je l'expérience vraiment physiquement et avec tous mes sens quand j'y suis. Là, il y a tous les sens qui sont mis en ébullition. Qui sont stimulés. Et je pensais aussi, tu vois, ces expériences-là, moi, j'essaye justement de créer des expériences, des ancrages pour mon fils, pour ceux qui viennent. Les anniversaires de mon petit garçon, il y a tous les enfants qui sont là en train de courir dans les allées du potager, parce que j'ai un potager qui est ornemental, c'est un potager qui est paysager, donc qui est vraiment partie intégrante, qui fait partie intégrante du jardin d'ornement. Il est productif, mais il a une esthétique. Et donc les enfants, le potager, c'est un des lieux de cache-cache, de course où on se poursuit, qui est un des privilégié par les enfants, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et il ne marche pas sur mes plates-bandes. Voilà. C'est important de ne pas marcher sur les plates-bandes. C'est vrai, parce que comme c'est bien délimité, etc., mais justement, toutes ces petites allées, tous ces carrefours, c'est un terrain de jeu absolument formidable et de découverte absolument formidable, parce qu'on passe dans des allées et qu'on a les ronces fruitières avec des grosses mûres, les fraises, voilà, et il y a les fleurs de bourrache. Les enfants adorent les fleurs de bourrache. Et ils passent dans les allées
puis ils récoltent. Et donc il y a toute Ça cette éveille la expérience. curiosité. Je trouve ça moi, je me régale de voir les enfants qui sont au potager. Je sais que, voilà, il y a des potagers. Non, les enfants, on les met pas au potager. Ça, c'est l'espace de travail. Non, le potager, c'est un espace de vie. Ouais. Au pluriel. Au pluriel. Comment c'était venu l'idée de faire ce métier, d'accompagner les gens justement à créer ou à revoir, à revisiter, à recréer leur jardin? Alors, j'accompagne depuis longtemps les personnes qui ont des jardins privés. Ça fait vraiment une bonne décennie, plus que ça. Parce qu'avant, je travaillais sur des gros projets d'ampleur internationale. Mais quand j'ai commencé à travailler sur du jardin privé, là où apparemment j'ai cette sensibilité, c'est d'arriver à comprendre ce qui m'est dit, mais aussi ce qui ne m'est pas dit sur les attentes, sur les besoins, sur le caractère de la personne. En effet, en observant le jardin, aussi l'intérieur de la maison, en observant l'attitude physique, le vocabulaire employé, il y a plein de choses qui sont de l'intuitif, qui me rentrent d'une manière naturelle. Et ce qui fait que quand je dessine des jardins, les gens disent « Ah, mais c'est moi !» Et aucun de mes jardins n'est identique, ne se ressemble. Parce que c'est unique, c'est la personne. j'ai l'impression d'être comme une traductrice, en fait. J'utilise mes compétences, j'intègre tout ça, et puis hop, il y a quelque chose qui est d'unique qui ressort. Et oui, c'est le paraverbal. c'est ça, tout ce qui est paraverbal. Et donc, avec mon entreprise là d'accompagnement, on va vraiment encore plus loin, parce je passe du temps vraiment avec mes clients sur le terrain. Et c'est eux qui vont faire. L'idée, c'est que je ne fais pas appel à une équipe de paysagistes, même s'ils peuvent le faire. Mais l'idée, c'est de pouvoir de se mettre en marche, de donner soi-même une dynamique pour mieux se connecter à son jardin. Voilà. Et j'ai une palette de végétales privilégiées qui va être les ornementales comestibles. Encore une fois, l'essence au jardin, d'aller au jardin récolter des fruits, même si on ne fait pas des confitures, mais de pouvoir y aller, puis d'aller récolter le petit fruit, le petit, les petites choses autour. C'est aussi se connecter au jardin. Moi, j'aimerais que tu puisses échanger sur ton parcours depuis l'école, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ou d'ados qui se posent beaucoup de questions par rapport à leurs résultats scolaires, etc., un peu médiocres, et du coup que c'est pas forcément évident de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et j'aimerais que tu nous fasses part de ton expérience, parce qu'elle est très riche. Et vas-y. Je pense que l'important, c'est de trouver ce qui passionne. J'étais une collégienne médiocre, tellement médiocre que finalement, le cursus général n'était même pas envisageable. Faire une seconde générale, elle n'y arrivera pas, elle va s'effondrer, etc. Donc, en quatrième, je redouble ma quatrième, parce que j'avais des notes très, très moyennes. Et se pose la question, sur la deuxième fois que je fais ma quatrième, ma deuxième quatrième, se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il y avait le CIO, le Centre d'orientation et d'information, d'information et d'orientation, qui avait à l'époque ces catalogues de métiers. Et j'ai pris le catalogue et je l'ai épluché. Bon, alors, tout ce qui était plomberie et tout ça, il y a certains métiers où ça allait un peu vite, forcément. Mais quand je suis arrivée sur tous les métiers artistiques, sachant que j'avais vraiment cette sensibilité artistique, eh bien, là, quand j'ai vu les critères, le dessin, la nature, les voyages, et j'en passe, j'ai dit, c'est ça. Seulement, ce métier-là, architecte paysagiste, c'est un bac plus 6. Alors, quand on est collégienne, quand on vous dit qu'on ne pourra pas faire de cursus général et qu'on regarde un bac plus 6, eh bien, c'était mon papa à l'époque qui a dit, écoute, regarde ce qu'il va falloir que tu fasses. Il va falloir que tu fasses un BEPA, parce que tu ne peux pas faire parce que tu peux pas faire un cursus général. Donc, tu vas faire un BEPA professionnel. J'ai fait un BEPA de pépiniériste. Ensuite, il va falloir que tu aies un bac. Donc, j'ai fait un bac sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement à Mel, à Jacques Bugeaud.
Ok. Voilà. Là, j'ai plus appris à comprendre les enjeux du territoire rural, tout le système agricole. Et j'ai obtenu mon bac et j'ai été prise en BTS aménagement paysager sur Angers, une très bonne école aussi. Là, j'ai fait mon BTS de paysagiste parce qu'il faut bien distinguer le métier de paysagiste, qui est plutôt la personne sur le terrain, de l'architecte paysagiste qui intervient en amont en tant que conception, planification, compréhension des enjeux. Et j'ai obtenu mon BTS. J'ai tenté le concours, je ne l'ai pas eu. Ça a été une catastrophe parce que j'étais tellement... pour moi, c'était un objectif tellement clair que j'ai eu du mal à me remettre de cet échec. Mais je l'ai profité pour faire une année à la fac de géographie. J'ai retenté le concours, je l'ai eu. Et donc là, j'ai fait 4 années d'années supérieures. Quoi. Du coup, ton échec, tu l'as transformé en apprentissage sur la géo. Voilà. Enfin voilà, tu as transformé et ça qui a enrichi tes compétences, ton savoir-faire. Super. Ouais. Donc c'est un beau parcours finalement. Et j'étais pas la seule. Dans mon groupe, on était quand même 3 de venir de parcours professionnels. Donc, à partir du moment où on trouve sa voie, ce qui nous motive, même si on doit changer en cours de route, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être stimulées sur beaucoup de choses. Donc, ils vont avoir des parcours de vie très, très riches. Voilà, donc moi c'était le jardin. Voilà, ça a toujours été ça depuis collégienne. Donc, c'est une vocation. Ton objectif, c'est ça. Ton objectif était là, et est là, et est toujours là, et même vers d'autres objectifs. Mais en fait, c'est vraiment comment tu as agi et réagi par rapport à ce qui se passait dans la vie, les événements, etc., qui ont fait que tu as continué. Peu importe, j'ai envie de dire le chemin, entre guillemets, c'était ton chemin et voilà, qui a fait des déviations, mais en même temps, elles étaient nécessaires. C'est ça, et puis en faisant certaines expériences, on évolue. Voilà, on évolue tout au long de notre vie. Et c'est vrai que j'avais une appétence pour les projets d'ampleur internationale, j'en ai fait, au Moyen-Orient et ailleurs. Et puis, à un autre moment de ma vie, j'ai plus aimé le privé. Et c'est vrai que j'aime le contact. J'aime l'humain. Donc, l'échange direct avec la personne qui va faire l'expérience du jardin, elle est apparue évidente pour moi au fur et à mesure de mon parcours. Même si j'aime le design, la conception, concevoir des grands espaces publics, c'est aussi enivrant. Voilà, il y a aussi d'autres atouts. Mais j'aime la relation. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est transmettre la transmission, la relation à l'autre. J'ai commencé par les conférences, c'était aussi cet objectif-là. Les conférences, transmettre. Puis la chaîne YouTube, la radio aujourd'hui. Voilà, donc c'est cette envie d'inviter les gens à mieux comprendre le jardin, à se dire, je ne sais pas faire, mais j'ai suffisamment d'outils autour de moi pour y arriver. Et à se lancer. Moi, j'ai eu des clients qui ne faisaient pas du tout de jardinage, qui n'avaient jamais eu vraiment de jardin, un jardin qui lui était peut-être pas adapté aussi. Et donc, j'ai conçu un jardin et je le retrouvais tous les soirs. Après son travail, c'était un chef d'entreprise, donc quelqu'un de très, très petit. Et son bonheur, c'était d'aller arroser ses plantes, d'être dans son jardin. Il n'avait pas un grand jardin, mais le tuyau d'arrosage. Et il m'avait dit, mais je ne savais pas, j'allais passer autant de temps, que j'avais envie de passer autant de temps au jardin. Et ça, encore une fois, il faut arriver à l'impulser aussi, cette envie. Je pense que là aussi, j'ai mon rôle à impulser une dynamique, à impulser une envie, mais il faut qu'elle découle naturellement. C'est pas il n'y a pas d'obligation, il faut que ce soit un désir qui soit stimulé simplement. De trouver le levier qui permet aussi à la personne de prendre toutes ses ressources et d'en faire quelque chose dans son jardin. Et c'est là, quand tu dis aussi d'observer la personne, c'est qu'est-ce qui va faire que cette personne va prendre conscience que son jardin a un immense potentiel et que c'est à trouver toutes ses ressources et à l'exploiter au mieux pour l'enrichir. Tout à fait, c'est exactement ça. Pourquoi les personnes viennent te voir ?
Alors, là où j'ai eu de la visibilité, j'ai commencé à participer à des événements pour la société d'horticulture. J'ai participé aussi à Prisser la Charrière. Là, je vais participer à l'événement organisé à la société d'horticulture. J'avais particulier, pardon. C'est pour ça que j'essaye de participer à des événements. Et pour me donner de la visibilité, bien évidemment, j'ai un stand. Et ce stand, eh bien, ce que j'ai fait, c'est qu'il me représente. J'ai les bouquets de fleurs qui viennent de mon jardin, j'ai du mobilier de chez moi. Et il y a une patine particulière. Et je pense que les gens ressentent cette connexion. S'ils accrochent sur mon stand, sur le visuel que je donne, eh bien, forcément, on va être mieux connecté Enfin voilà, il y a cette connexion qui se fait de manière intuitive, là aussi. Ouais. Ouais, je pense en regardant ce que je projette, quand ils échangent avec moi, quand je parle de plantes ornementales comestibles, quand ils sentent ma passion pour les plantes, parce que voilà, ça se sent, ça s'entend que je suis passionnée de jardin. Donc forcément, oui, voilà, les gens ont envie de faire appel à moi et franchement, je me régale. Je me régale et ils se régalent aussi. Je reçois beaucoup de photos de comment le jardin avance, qu'ils ont réussi à faire. Parfois, ça va très, très vite. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Ah oui, voilà, bien. Et est-ce que tu peux nous parler de l'importance de connaître du coup sa terre, son jardin, en fait comme sa maison au final? Tout à fait. Alors, c'est fondamental pour les plantes. C'est comme vous, quand vous avez votre corps a des besoins, mais vous avez tendance à regarder parfois l'étiquette des côté nutritif de la plante. La plante de... Attends, on va refaire. Donc en fait, les gens viennent te voir et puis après, en fait, ils se rendent compte de l'importance de connaître la terre, le jardin, etc. Et en quoi pour toi c'est important de connaître tout ça? Et c'est comme quand vous allez dans un magasin, vous achetez des produits alimentaires. Parfois, vous allez regarder l'étiquette et regarder la valeur nutritionnelle, voilà, du produit que vous allez consommer. Eh bien, la plante, elle va aussi regarder les valeurs nutritionnelles de ce qu'elle va consommer autour d'elle, que ce soit l'environnement lumineux, si elle a besoin de soleil, de mi-ombre ou d'ombre, mais aussi la valeur nutritive du sol, si c'est un sol qui retient l'eau, si c'est un sol filtrant. Donc, bien comprendre l'environnement dans lequel on va implanter la plante, eh bien, c'est fondamental. Alors, on a tous, ou beaucoup d'entre nous, eu l'expérience de la petite plante qu'on achetait là dans le petit panier, voilà, les petites plantes miniatures, puis le petit conifère qui devient finalement un arbre. Voilà, et qui n'est plus du tout adapté au jardin. Donc, bien comprendre le sol, mais bien aussi comprendre la plante, comment elle va se développer. Voilà, quand on achète une petite plante, eh bien, il est possible qu'elle finisse avec une hauteur de 15 mètres de haut et qu'il fasse 5-6 mètres de diamètre. C'est tout à fait envisageable. Donc, prendre le temps d'observer, de comprendre les composantes du jardin, là, comme je disais, la luminosité, la qualité du sol, quitte à l'ajuster. C'est-à-dire qu'une plante qui a besoin d'ombre, eh bien, dans ce cas-là, on va peut-être planter une plante plus haute à côté et puis la nicher dessous cette plante afin qu'elle puisse bénéficier de son ombre. Parce que l'ombre est important. Oui, c'est pour tout ça. Comme la lumière. Et je fais le parallèle avec le côté ombre qu'on peut parler dans les gestions des émotions, c'est-à-dire non mais la colère c'est pas bien, si en fait ça dépend ce qu'on en fait, Comment on l'apprivoise, comment on l'apprivoise, en quoi on la transforme en fait, et c'est ce qui se passe aussi dans le jardin. Oui, et c'est vrai que alors je médite, donc c'est vrai que ressentir et se connecter à son émotion et se dire elle est là cette émotion, ne pas la mettre de côté. C'est vrai que c'est important pour justement arriver à la dépasser aussi. Ouais, et à évoluer. Et à semer et à faire grandir, tout comme le jardin. Tout à fait. C'est vraiment très enrichissant. Et du coup, tu parlais aussi tout à l'heure,
on a fait le lien en se disant qu'on n'a pas potentiellement la main verte. Tu sais, ces injonctions un peu. C'est vrai que c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. C'est ça. Ouais. Alors, pour moi, c'est que ça légitime le fait de ne pas y arriver. Et qu'on se dit, ben non, ben, j'ai pas la main verte, donc je ne vais pas faire. Alors que c'est souvent, eh bien, que justement, vous n'en faites pas encore assez. Ouais. Donc, quand vous pensez que vous n'avez pas la main verte, eh bien, persistez. Vous allez l'avoir, la main verte. Parce que d'une expérience négative, vous allez apprendre. Et voilà, et on apprend des expériences négatives, et c'est ce qui fait que on finit par avoir la main verte, justement. C'est la persévérance et la confiance, l'estime aussi. L'estime du coup de soi, c'est de se dire, en fait, soit ça me sert d'excuse et parce que en fait, ça m'intéresse pas, ou soit c'est un manque d'estime parce que c'est ça aussi, c'est de se dire que j'y arrive pas parce que je suis nulle. Et en fait, non, c'est plus tu vas persévérer. Plus tu vas voir que tu y arrives. Et oui, c'est ce qui amène... Oui, et puis si je plante une bouture et qu'elle ne prend pas, eh bien la prochaine fois, je ferai un peu différemment. Puis j'aurai peut-être la curiosité d'aller regarder les vidéos de Caroline qui montrent comment faire. Et voilà. Et de tester, de changer de place aussi, parce que des fois, c'est aussi la place qui n'est pas forcément la bonne. Voilà, au final. Il y a plein de paramètres. Ouais, c'est ça. Il y a plein de paramètres. Mais oui, c'est vrai que c'est l'avoir la main verte ou ne pas. C'est surtout ce qui me dérange. Voilà, quand quelqu'un qui dit qu'il a la main verte, je suis heureuse pour cette personne-là parce que ça veut dire que les plantes poussent avec. Mais de justifier ou de légitimer le fait de ne pas avoir la main verte, c'est dommage, je trouve. Autant cultiver son jardin. Ouais. Cette expression est quand même plus sympa. Oui, persévérer. Par rapport au jardin, il est en évolution constante, en fait. Tout le temps. Et c'est ce que je trouve qu'il y a de plus magique, en fait. Alors, quand je fais des plantations, quand je crée des massifs avec des plantes vivaces, j'ai tendance à aller vers une certaine densité. D'ailleurs, c'est vraiment ça, c'est l'influence anglaise, parce que j'ai vécu quand même assez longtemps en Angleterre, où on fait des massifs très denses, alors ce qui donne vraiment beaucoup de diversité à un massif. Et eh bien forcément, au bout d'un moment, il y a une compétition qui s'instaure. Donc soit on régule l'ensemble pour laisser de la place à toutes les plantes, ou là, il y en a une qui se trouve particulièrement bien et qui va prendre le dessus des autres. Mais l'important, c'est, voilà, la nature a horreur du vide, on le dit, et je plante d'une manière dense pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent. Voilà. Les arbres ont aussi ce côté-là de prendre la place à un moment donné. Oui, tout à fait. Là... vous voyez pas, mais on a beaucoup d'arbres tout autour de nous, des conifères, des arbres fruitiers, un chêne absolument énorme, et vraiment il y a des saules, des aulnes, il y a beaucoup de verts, différentes teintes de vert, et c'est vrai que chacun trouve sa place. Le chêne est plus isolé, donc il a cette forme très ronde, très, très ouverte, et puis les conifères qui montent, qui sont très rapprochés, qui ont été plantés d'une manière très rapprochée les uns des autres, donc ils vont vraiment, voilà, d'une manière naturelle, de toute manière vers la hauteur, mais là encore plus parce qu'ils ont été plantés très proches des uns des autres. Voilà, chacun trouve sa place. Il y a des arbres qui sont poussés, voilà, qui vont aller vers le soleil. Alors tout le monde a besoin de lumière, hein. Les arbres ont besoin de lumière, donc ils essayent de trouver se glissent. Voilà, les uns entre les autres pour trouver leur parcelle de soleil. Ils s'adaptent. Voilà. Ils s'adaptent, et c'est vraiment ce qui se passe dans la nature, c'est s'adapter. Et tu disais aussi justement que au final, il y a des plantes indésirées qui apparaissent et qu'il y en a qu'on aime particulièrement qui meurent. Et l'une prend le dessus de l'autre, et en fait il y a de la compétition, c'est ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Et parfois voilà, ce qu'on ne désirait pas arrive, et ce qu'on désire part, et en même temps comment on réadapte tout ça avec ce qu'on désire. Et parfois voilà, il y a des bonnes surprises. C'est ça. Dans ce qui n'est pas attendu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors c'est vrai que par exemple, certaines personnes trouvent la bourrage trop invasive. Parce que c'est vrai que c'est une plante qui se ressème très facilement.
mais regarde, quand tu regardes, on est allé tout à l'heure dans Ouais. la forêt jardin, où on a cette mer de bleu. C'est magnifique. Il y a une émotion. Quand Ouais. on voit ça, il suffit qu'il y ait des petites gouttelettes d'eau et que la lumière du matin filtre à travers. Mais pour moi, c'est Ouais. magique. Et puis avec la rosée qui se Ah, oui, c'est ça, C'est ça. la Ouais. rosée du matin, Ouais. petites gouttelettes. C'est superbe. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comment on peut te trouver? Parce que tu as parlé de YouTube. Ah, de plein de manières. C'est ça. Donc j'ai un site internet et là ça regroupe tout. Vous avez les coordonnées pour ma chaîne YouTube, la radio, les conférences, qui est donc www.caroline- celui du milieu là, le 6, Scott SCOT Perget, P comme Pierre ERGET.com. Voilà, aussi simple que ça. Et donc à partir de là, eh bien, vous avez accès à ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Jardins de Latine, Latine en 2 mots, Latine. Et voilà, donc là déjà il y a pas mal de. Il y a pas mal déjà, d'informations. oui. Ouais, il y a beaucoup, c'est très très riche. Tes chaînes YouTube sont extrêmement riches d'apprentissage et Je me fais plaisir. aussi d'humour et de et vraiment c'est chouette. Et Donc, pourquoi s'ennuyer à parler des plantes? Mais Mais- voyons. il y a encore une croyance. Je te remercie beaucoup, Caroline. Et du coup, tu vas choisir une chanson sur laquelle tu souhaites qu'on termine. J'ai eu un coup de cœur pour cette artiste qui s'appelle November Ultra. Franchement, ces chansons, elles touchent l'âme. Voilà. Et donc, j'ai choisi The End parce que voilà, The Et c'est la End, fin. c'est la fin. C'est la fin et le début Voilà. d'autre chose. Oui, Je te tout à remercie fait. beaucoup, Caroline. Avec grand plaisir. À très vite. Au revoir.